À La Réunion, on parle créole réunionnais. Mais savez-vous exactement ce qu'est un créole? Où parle-t-on des créoles? Pour en savoir plus, restez avec nous. Bonjour à tous et bienvenue dans cette série des causeries consacrée aux langues et aux cultures créoles. La question que nous nous posons tout au long de cette série de causeries est la suivante. Pourquoi s'intéresse-t-on aux créoles et que font les chercheurs qui travaillent sur les créoles? Donc aujourd'hui, pour en parler, nous accueillons Francky Lorette. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes agrégé en langue de France et maître de conférences en culture et langue régionale à l'Université de La Réunion. Vous êtes également attaché au laboratoire LCF, donc le laboratoire de recherche sur les espaces créoles et francophones, et vous allez aujourd'hui nous parler des créoles. Alors j'ai une première question qui est peut-être un peu naïve, mais c'est quoi une langue créole? Alors, qu'est-ce qu'une langue créole? Peut-être que pour répondre à cette question, c'est-à-dire pour faire sortir l'objet de notre causerie, on pourrait observer déjà où est-ce qu'elles sont, ces langues créoles, de quoi est-ce qu'on parle. Alors, si on observe la carte, Madame Noël, si vous observez cette carte, donc là c'est le monde entier, où se trouvent les langues créoles? Alors chez nous déjà, donc j'irai à La Réunion, et puis dans la zone océan Indien de façon plus générale, créole des Seychelles, créole mauricien, créole réunionnais. Oui, alors dans leur nom, mais Oui. si on observe leur situation, en fait, dans quel type de territoire est-ce qu'elles se trouvent? Sur des îles. Majoritairement sur des îles. Et lorsque ce n'est pas sur des îles, ça va être sur des côtes. Donc, la simple observation nous montre que ce sont des endroits qui sont en fait d'anciennes colonies européennes. On trouve des créoles, partout où on trouve des créoles, il y a eu auparavant des colonies européennes. Donc une langue créole, c'est déjà une langue qui est située dans un territoire et qui appartient à une histoire, à un cadre socio-historique. Si tout le monde le sait, on n'a qu'à se souvenir de la conquête européenne, donc la traversée de l'océan Atlantique, le contour de l'Afrique pour arriver jusqu'à l'océan Indien, le commerce triangulaire. Et c'est ce qui a amené la naissance de ces langues dans notre zone, mais aussi, comme vous l'avez dit, au niveau de la zone océan Atlantique. Donc on a deux grandes zones, on en a un peu aussi dans l'océan Pacifique, mais beaucoup moins. Les deux grandes zones, c'est vraiment l'océan Indien, avec le créole de la Réunion, créole de Maurice, créole des Seychelles, et la zone Caraïbe, où là, vous voyez, on a vraiment un grand bassin de langues créoles, certaines comme le créole haïtien, ou le créole guyanais, martiniquais, le créole des Antilles, qui sont d'anciennes colonies françaises, mais aussi dans les autres colonies européennes. Par exemple, le palenquero, qui vient de l'espagnol, le créole de la Jamaïque, qui lui dérive de l'anglais, le papiamentu du portugais, puis tous les exemples qu'on peut voir ici. Donc je dirais qu'une langue créole, c'est déjà ça, c'est une langue parlée dans les sociétés ayant connu la colonisation européenne, ayant connu l'esclavage. Et ces conditions-là sont... Ce qu'il y a de particulier, je dirais que ce sont des conditions que tous ces territoires ont connues. Ils sont organisés selon exactement le même modèle social, et c'est ce modèle social ce modèle de société qui va créer les conditions qui permettent la naissance d'une langue créole. D'accord, merci pour ces premiers éléments et très intéressants. Alors j'ai une autre question qui me vient. Est-ce qu'on a toujours appelé les créoles des créoles? Et quand est-ce que sont apparus les créoles? Alors, c'est vrai que les créoles sont apparus au moment de 50 ans, on estime, après le début de la colonie. Mais ces langues n'ont pas été nommées tout de suite créoles. Il y a déjà eu d'abord des observateurs qui ont remarqué qu'il y a un usage linguistique particulier qui se développait dans ces territoires, et on leur a donné plusieurs noms. Donc, au départ, ce sont les premières dénominations renvoient au baragouin, ou bien au jargon des esclaves nègres, ou jargon des noirs. C'est très vite considéré comme un langage corrompu. C'est le nom qu'on donne. On dit, voilà, dans ce territoire, on parle un langage corrompu. Une lingua espagnola corrupta.
On retrouve aussi le langage nègre, langage mêlé. Donc tout ça, ce sont des termes qu'on trouve chez les observateurs, les voyageurs. Bien sûr, patois. Alors là, en hollandais, de l'espagnol abatardi. Ou bien la langue des Noirs. Donc c'est vraiment, en tout cas, la langue des populations serviles. Et une langue qui est au début, dont on perçoit les liens, soit avec l'espagnol, soit avec la langue européenne qui était dans le territoire. Mais en même temps, on voit bien que ça ne fonctionne plus pareil. Et d'où cette idée de corruption. Donc dans les premiers termes, les premières observations, c'est vraiment ça qui apparaît, une langue mal parlée. Et le terme de créole lui-même va apparaître plus tard. En fait, tout est lié à la période de colonisation. Les dates qui apparaissent sur la carte, là, montrent que les Antilles ont commencé à être colonisées en 1635, la Jamaïque en 1655, enfin, il y a différentes dates, le créole de Louisiane aussi, sur la côte. Et on retrouve ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que même quand on est en Amérique du Sud, là, c'est vraiment sur les zones côtières. C'est là où il y a les comptoirs, là où il y a les ports. Et donc, elles apparaissent du coup vers le XVIIe siècle, mais elles ne seront appelées créoles qu'à partir du XVIIIe siècle. En étant en fait, avant de devenir un adjectif, la langue créole, ça a été d'abord la langue des créoles, donc la langue des personnes qui habitaient sur ces territoires. D'accord. Bon, c'est très clair, merci beaucoup. Alors, est-ce que créole, donc c'est le terme qu'on va utiliser donc un peu plus tard pour parler des langues, et au départ on parlait de créole pour parler de quoi? Pour parler des hommes. D'accord. Au départ, le terme de créole, il va vraiment désigner les hommes, et c'est un terme qui a évolué. Il est venu il est venu du portugais. En portugais, on disait crioulo. Et ça désignait le serviteur nourri dans la maison, la nénane, le boy, ou bien celui qui était né sur place, dans la colonie. Et il y aurait une racine latine qui renverrait sur l'idée de création. C'est-à-dire que nous sommes partis dans ces territoires qui n'étaient rien. Nous les avons créés et nous avons engendré là-bas d'autres créations qui sont donc nos enfants, peut-être même nos bâtards. Et donc dans Criolio, il y a cette idée de c'est ce qu'on a créé là-bas. Et ça passe en espagnol. Ça passe en espagnol vers 1690. On trouve dans les dictionnaires pour Criolio, enfant né aux Indes. Donc il s'agit à ce moment-là de faire la distinction entre l'Européen qui est né en Europe et celui qui est né dans les colonies. Donc les Indes en question, en fait, c'est les États-Unis, enfin c'est l'Amérique. Oui. Mais comme à l'époque, voilà. Et donc ça permet déjà de faire cette distinction. Celui-là n'est pas né en Europe. Et ça s'applique donc aux enfants des Espagnols, nés aux Indes, avec des mères qui ne sont pas espagnols la plupart du temps. Donc ça ne s'applique pas aux esclaves finalement au début. Voilà, au début ça s'applique surtout donc peut-être aux enfants qu'on a fait avec les esclaves. Ça oui, à cette idée de métissage, ou dans un autre terme de bâtardise. En français, le terme jusqu'à aujourd'hui, si vous ouvrirez un lexique francophone et que vous cherchez créole, la définition donnée de ce mot en français, c'est blanc né dans les îles. Donc on est bien sur cette idée d'Européen né outre-mer. Mais quand le mot passe en langue créole, les sens changent. Et ils ne sont pas les mêmes. À La Réunion, un créole, on peut débattre, mais grossièrement, on va dire quelqu'un qui est né à La Réunion, c'est un créole. Et on a l'habitude de dire qu'il soit CAF, malbar, chinoise, arabe, tout ça là, c'est créole. Et peut-être même que les oreilles, ça créole. Mais bon, hein. Là, on rentre dans un sacré débat. Dans un débat. Mais en tout cas, il y a ce lien avec le territoire et le fait d'être né ici, d'avoir vécu ici, qui va faire de vous quelqu'un de culture créole. Et donc, on va dire, vous êtes créole. Mais ça, c'est en créole réunionnais. Si on passe en créole mauricien, un créole en créole mauricien, c'est un mauricien d'ascendance africaine, ou un afro-mauricien. Ça désigne cette catégorie de la population dans l'écosystème mauricien. D'accord. Et aux Antilles, un créole, c'est un entier d'ascendance européenne. Donc finalement, c'est le béguet.
Et c'est quelque chose qui est beaucoup plus proche de la définition française. Bon, là, je n'ai fait que 3, mais il y a plus d'une centaine de langues créoles sur Terre. Et si on faisait les définitions de chacune de ces sociétés, on verrait qu'on ne parle pas de la même chose. Et ça, c'est important en tant que créoliste, parce que quand on se retrouve dans une assemblée où il y a des Mauriciens, où il y a des Antillais, où il y a des Réunionnais et d'autres encore, et qu'on va parler de créolité, ou qu'on va parler de créole, il va falloir systématiquement définir ce dont on parle et bien délimiter le champ d'intervention. Parce que sinon, on risque de pas parler de la même chose. Eh oui. Donc voilà, donc au départ, pour répondre à votre question, le mot créole a désigné des hommes. C'était un nom, un créole. Donc un créole, c'est un homme. Et ensuite, il est devenu adjectif. Il est devenu adjectif une langue créole. Donc la langue parlée par les gens de ce territoire. Ou bien la cuisine créole, ou bien n'importe quel système culturel, la musique créole. Et quand il devient adjectif, c'est par la suite qu'il va devenir adjectif. Donc dans un premier temps, au XVIIe siècle, on va appeler créole les locuteurs. Et la langue utilisée par ces locuteurs va ensuite être appelée créole. Aujourd'hui, on va finir par décliner. C'est-à-dire que le créole qui est parlé à La Réunion n'est pas le même que le créole qui est parlé à Maurice, qu'aux Seychelles ou qu'aux Antilles. Donc on dit créole réunionnais, créole mauricien, et certains vont même plus loin, ils disent le réunionnais, qui est une langue créole, le mauricien, le guadeloupéen, etc. Donc je pense que plus on va aller, plus on va parler comme ça. Parce que pour le français, on ne dit pas la langue indo-européenne française. Oui. On dit la langue française. Ou le français, voilà. D'ailleurs. Et créole, du coup, devient une famille de langues. Voilà, donc c'est un peu la particularité. D'accord, merci. Et alors, vous avez parlé à quelques reprises rapidement de créolité, créolisation. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Qu'est-ce que c'est que la créolisation? Oui, alors c'est justement ce qui intéresse les chercheurs. Si ces langues ont intéressé la linguistique en premier lieu, dès le départ, c'est-à-dire que dès le XVIIe, dès le XVIIIe, et tout au long du XIXe, c'est une époque où les sciences humaines se structurent. C'est une époque où la linguistique se pose de grandes questions théoriques, grandes questions sur 2 axes principaux, à savoir, on essaie de classer les langues. On essaie de voir s'il y a une généalogie des langues, si elles font partie de la même famille, si elles sont sœurs, si elles sont mères ou filles. Et on se pose une autre question qui est typologique, c'est-à-dire vraiment sur leur fonctionnement, la manière de la syntaxe, la morphologie. On essaie de dégager des règles communes, on essaie de décrire l'objet linguistique qui est la langue, d'en dégager les systèmes. Et donc ces langues permettent d'étudier dès le départ in vivo le processus de naissance d'une langue. Donc la genèse d'une langue créole, c'est ce qu'on appelle la créolisation. Le terme créolisation, à la base, il vient de la linguistique et il désigne uniquement ceci, le processus de naissance des langues créoles. Et donc les linguistes s'en emparent dès le départ. Ensuite, ça va déborder le champ de la linguistique. Que dire encore? Oui, donc, du coup, comment est-ce qu'elles sont nées, ces langues? Donc là, on a vu où est-ce qu'elles se trouvent, on a vu pourquoi est-ce qu'elles s'appellent ainsi. Et il s'agit maintenant de voir les théories qui expliquent la genèse. Donc, une première théorie, il y a 2 grandes théories qui s'affrontent. La première, c'est l'idée que, vous voyez bien, tous ces créoles, éparpillés sur l'ensemble du globe, on va constater qu'ils ont un système proche. C'est-à-dire qu'ayant tous opéré une simplification des langues européennes, ils arrivent à un système extrêmement compact, extrêmement pratique, qui fait que, par exemple, on va abandonner les désinences, on va abandonner ces conjugaisons personnelles. Et ça amène l'idée que peut-être que toutes ces langues créoles dérivent d'un même créole, un proto-créole. Et donc des linguistes ont mis
ont essayé de défendre des thèses en évoquant la langue lingua de Preto, le falar guiné, le proto-criollo. En fait, tout ça, c'est comme si, vous voyez, tout le long de l'idée, c'est qu'il y a aussi une vie maritime extrêmement dense. L'idée, ce serait qu'il y aurait une langue, un proto-créole, qui aurait déjà été parlé sur la côte ouest africaine, et qui ensuite s'est éparpillé et s'est typifié en fonction des endroits. D'accord. Donc on appelle ça aussi la lingua franca. Alors là c'est très explicite. Guinea Coast Creole English, donc le créole anglais de la côte guinéenne. Qui aurait donné tous les autres créoles. Qui aurait donné tous les autres créoles en s'éparpillant, puisque la plupart des esclaves de la zone atlantique venaient de cet endroit. D'accord. Et donc on ferait remonter à ce moment-là, et même le Maroon Spirit Language, on fait remonter à ce moment-là l'ensemble des créoles à une espèce de racine unique. Mais les démonstrations, toutes ces thèses, ont été invalidées. Ont été invalidées parce que les sources de peuplement ne sont pas les mêmes en fonction de l'océan Indien, de l'océan Atlantique. Et l'existence même de ces langues théoriques n'est pas attestée. Donc du coup, on est passé à l'idée de polygénèse. La polygénèse, c'est juste l'idée en fait que dans chaque foyer, il y a le même processus qui se répète, dans le même cadre socio-historique, favorisant la naissance d'une langue qui au début va être vernaculaire, c'est-à-dire que ce sera la langue maternelle de personne, mais ce sera la langue qui servira à la communication entre esclaves, entre maîtres et esclaves, entre créoles, entre personnes habitant la société créole. Oui. Et tout ça se déroule, donc je l'ai dit tout à l'heure, sur une période d'environ 50 ans avant qu'un système se stabilise, un système de communication. Et donc, l'idée d'une monogénèse est abandonnée au profit de l'idée d'une polygénèse, avec différentes questions théoriques qui se posent à ce moment-là. D'accord. Et donc c'est pour ça qu'on parle de créole à base française, de créole à base anglaise, donc avec cette idée que on a un processus qui est le même, qui se fait partout, mais avec une base différente. C'est un peu ça l'idée. D'accord. C'est ça. Et ce qu'on constate aussi, c'est que la majorité, quand on dit à base, en fait c'est à base lexicale française, à base lexicale anglaise, c'est-à-dire que 80%, 90% du lexique des langues créoles viennent de langues européennes. Ce qui va changer, c'est le montage des briques. Ce qui va changer, c'est la manière de construire les phrases, et même le sens des mots. D'accord. Notre idée aussi qu'il faut avoir en tête, c'est qu'au moment de la conquête de ces territoires, au XVIIe siècle, le français lui-même n'est pas stabilisé. Enfin, je veux dire, le français n'est pas parlé partout en France. Il n'a pas encore été enseigné. Donc les gens qui arrivent dans les îles ne parlent pas français. Ils parlent une langue régionale de la côte ouest française. Et ils arrivent ici avec des habitudes et avec une phonétique du XVIIe. Et j'aime bien souvent rappeler comment prononçait-on roi à cette époque. On disait le rouet de France. Donc la diphtongue, enfin OI, se lisait, se prononçait, se réalisait oué. Du coup, toi, ça se disait toué. Bah oui. Et c'est ce qui reste fossilisé dans notre créole. Peut-être qu'on pourrait, pour finir, attirer l'attention sur les grandes questions que se posent encore les chercheurs et tous les enjeux liés à l'étude de la langue créole. La créolisation, elle questionne l'évolution linguistique. C'est-à-dire, en fin de compte, les questions, c'est quoi ? Est-il possible de faire un lien entre la langue nouvelle et les langues anciennes ? Que ce soit les langues des maîtres ou les langues des esclaves. Et dans l'idée, est-ce qu'une langue peut avoir plus d'un ancêtre ? C'est-à-dire, quand je vous disais tout à l'heure qu'on classait les langues généalogiquement, on ne peut pas avoir 2 papas, ou 3 papas, 4 papas, 5 papas et 5 mamans. Donc comment penser ça ? Et est-ce que c'est possible qu'une langue nouvelle apparaisse et qu'elle n'ait aucun lien de parenté avec les autres langues ? Donc là, tout ça, c'est des questions ouvertes. Et ça amène d'autres questions. Savoir quelle est l'influence, l'importance de l'apport, on va dire, africain, malgache, ou du moins des populations serviles. C'est ce qu'on va appeler, nous, les substrats, c'est-à-dire la langue des populations dominées.
est-ce que certaines personnes, au début, il y a eu des idées de dire le créole, en fait, c'est une langue africaine, qui a une syntaxe africaine et qui utilise des mots européens. C'est pas aussi facile que ça. C'est-à-dire de dire qu'il y a une syntaxe qui viendrait d'une langue d'Afrique, la démonstration, elle est difficile. Mais peut-être que sur le créole haïtien, ou dans les endroits où ces langues-là étaient un peu plus vivaces, il est possible qu'il y ait une influence. En tout cas, on ne peut pas l'ignorer. Une autre thèse est celle de la primauté des langues lexificatrices, c'est-à-dire la primauté des langues européennes. Et à ce moment-là, on va essayer d'étudier quels sont les liens syntaxiques, lexicaux, phonologiques, linguistiques, dans notre cas, avec la langue française. Et quelles en sont aussi les limites. C'est-à-dire voilà. La question de la créolisation et du développement de la genèse de ces langues convoque aussi les théories de l'acquisition des langues. Donc quel rapprochement? Vous voyez bien que des gens ont pris possession d'une langue qui servait pour la communication. Et on peut peut-être observer, lorsque quelqu'un commence à apprendre le français, des formulations qui ressemblent à ce qui existe en créole, et peut-être que ça s'est figé aussi ensuite. En tout cas, les spécialistes de l'acquisition des langues peuvent nous aider à comprendre cognitivement comment l'homme acquiert un nouveau langage. Avec la particularité ici que une fois que l'enfant naît dans l'île, donc créole, il n'a plus de langue maternelle. Vous voyez, les esclaves en arrivant, ils ont une langue maternelle qui viennent de leur pays d'origine. Ouais. Et l'enfant naît dans l'île. Lui, il ne va avoir que cet idiome-là, l'idiome qui circule dans la société pour construire sa pensée, et ça va devenir pour lui sa langue maternelle. Et donc, c'est ce qu'on appelle la nativisation. Et ça, c'est la première étape vraiment, puisque les langues ancestrales n'ont pas été transmises. On voit bien qu'à La Réunion, très peu de gens parlent malgache, ou encore moins une langue venue d'Afrique. Et donc ces langues-là n'ont pas été transmises. Il y a aussi dans les unions le fait qu'on peut avoir deux personnes qui sont une d'Inde et l'autre de Madagascar, et qu'ils ne peuvent pas communiquer dans leur langue originelle entre eux. Donc le créole, au départ, va servir à ça. Et l'enfant, lui, comme il doit tout dire, tout ce qu'il pense, tout ce qu'il ressent, tout ce qu'il voit, tout ce qu'il imagine, c'est lui qui va développer les potentialités de la langue créole réunionnaise ou ailleurs. Il y a eu énormément de théories encore qui sont disputées autour de la question de la genèse. Il y a notamment la théorie du bioprogramme, donc l'idée qu'il y aurait un organe physique, mental, quelque part dans notre cerveau, qui contiendrait des structures minimales et qui serait mis en œuvre dans l'invention d'une nouvelle langue. Donc ça, c'est l'idée du bioprogramme qui est discutée. Différente dans le sens où elle est moins organique, l'idée de la théorie de la grammaire universelle. Est-ce qu'il existe pour toutes les langues un paramètre minimal sur lequel la langue se construit? Et aussi, la question de la genèse évoque aussi les théories, les sciences de la communication. Parce que ces langues, elles sont apparues, elles sont finalement le résultante d'un processus de communication. Donc le regard des spécialistes du domaine nous intéresse aussi. Et si on déborde, on peut aller aussi vers la psycholinguistique, c'est-à-dire essayer d'analyser comment le cerveau a réanalysé une langue inconnue, l'a simplifiée, puis ensuite comment ça s'est diffusé, comment ça s'est nivelé, comment on en est arrivé à avoir un code, un système partagé par tous, que tout le monde maîtrise inconsciemment, naturellement, parce que c'est ici notre langue maternelle, ou la langue du territoire en tout cas, le réunionnais. Et donc voilà, il y aura encore d'autres entrées. Et le terme de créolisation va quitter ensuite cet univers de la jeunesse pour être développé dans la littérature, dans la créolisation culturelle en fait. Donc que ce soit Chaudenson ou que ce soit Glissant, on va amener le terme de créolisation sur
l'hybridation dans des zones où les langues et les cultures sont en contact. Et donc on va parler de créolisation religieuse, la cuisine est un autre exemple de créolisation culturelle. Oui. La musique, le lien entre le Sega et le Kadri et les langues et les musiques des esclaves. Donc ça va devenir un concept qui dépasse la linguistique, qui va essayer d'aborder ces hybridations culturelles en littérature, en civilisation, en culture de manière générale, avec cette idée que ce qui est arrivé dans nos sociétés créoles préfigurerait l'avenir du village planétaire, et que ce qui se joue là sur l'abandon d'une culture à racines uniques et sur cette idée de rhizome ou de pensée archipélique qui fait que notre culture, ou la culture créole, les langues créoles, ont plusieurs parents et les langues et ont plusieurs racines. Et cette idée-là, elle nous sort des pensées enfermantes. Maintenant, est-ce que cette philosophie-là, du tout monde, ou du vivre ensemble, réunionner, etc., est-ce qu'elle va réussir à s'imposer ou à se faire une place dans les théories de la mondialisation? Ça, c'est plus délicat. Parce qu'on reste, même s'il y a une centaine de langues, plusieurs millions de locuteurs de créole, ça reste rien face à des milliards. Et les grandes forces de la mondialisation ne se pensent pas dans le mélange. Elles se pensent dans l'hégémonie culturelle, dans l'hégémonie linguistique. Et finalement, je pense que les productions créoles, qu'elles soient littéraires, qu'elles soient cinématographiques, plastiques, n'ont peut-être pas encore de port d'attache dans les grandes économies et dans les grandes industries. C'est-à-dire qu'on va avoir beaucoup de mal à penser ce que Daniel appelle la bazarcité, ce que William appelle l'archéologie, cette espèce de voie grise dans un monde où on oppose sans cesse blackness et whiteness. Et voilà, donc la créolité ou cette hybridation que nous incarnons, elle est peut-être porteuse d'une voie grise, d'une voie du milieu pour l'ensemble de l'humanité. Merci, c'était passionnant de vous écouter, et surtout sur cette dernière partie qui glisse vers la philosophie et la pensée de Glissant qui mériterait beaucoup d'épisodes de causerie, hein, on peut le dire. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Bon, eh bien, je n'ai plus de questions à vous poser. Merci beaucoup, Francky Laurette, pour tous ces éclairages, tout ce que vous nous avez enseigné aujourd'hui. Et je pense que vous avez passionné les téléspectateurs. Je vous remercie en tout cas pour cette opportunité. Merci. Merci à vous, et on se retrouve peut-être dans le cadre d'une prochaine causerie.